Écoutez, bienvenue donc pour notre dernier cours de ce semestre, cours qui s'est passé ces derniers temps dans des circonstances un petit peu particulières. Mais d'abord, merci de votre fidélité. J'espère que, disons, cette semaine passée, qui était un peu une semaine de pause, mais certainement un peu particulière par rapport aux autres années, vous avez pu quand même un peu en profiter. Et puis donc là, si vous vous rappelez, donc là j'ai remis le plan de la partie application de ces milieux magnétomatiques. Et nous avons traité dans un premier temps les aspects de magnétorésistance géante, puis on a consacré pas mal de temps à la partie sur la supraconductivité. Et maintenant, donc le troisième volet dont je voulais vous parler, qui constitue une application directe de ces aspects de milieu aimanté, eh bien, c'est ce qui est la RMN et l'IRM. Donc RMN, résonance magnétique nucléaire, IRM, pardon, imagerie à résonance magnétique. Naturellement, donc cette technologie s'est imposée depuis un certain temps dans le domaine médical, donc c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, je voulais vous en toucher quelques mots. Alors bon, donc on va en venir là. Donc je fais défiler ce qui était les parties. Voilà. Donc ça, c'était le dernier transparent consacré aux aspects de supraconductivité. Et donc maintenant, on va aborder ces questions donc d'IRM et de RMN. Alors pour ça, en fait, c'est très bien parce que dans votre devoir numéro 2, il y avait une petite partie, la deuxième partie, qui était consacrée au domaine de RMN, de résonance magnétique nucléaire. Et j'allais dire, c'était le début de cette question. Certains d'entre vous ont suivi l'option RMN, donc ils seront un peu familiers de cela, mais vous reprenons un peu disons la genèse, le démarrage un peu de cette affaire. Vous vous rappelez, lorsque nous avons parlé de magnétisme à l'échelle microscopique, nous avons dit que si nous avions une particule qui décrivait une orbite, donc par exemple un électron qui décrit une orbite autour d'un noyau, il avait un moment magnétique noté par sigma et auquel on pouvait associer un moment magnétique nu qui était proportionnel à ce sigma avec un coefficient gamma, le facteur gyromagnétique, pardon, qui est donné par le rapport Q sur 2m. Donc pour l'électron, Q c'est une charge qui est négative et donc en fait le moment magnétique est opposé au moment cinétique. Bon, très bien. Alors ça, je dirais, c'était un moment magnétique qu'on pourrait qualifier de orbital au sens où ce moment magnétique, il apparaît parce que la particule chargée décrit un mouvement et dans la mesure où elle décrit un mouvement périodique et fermé, eh bien, ça définit une surface. Donc finalement, on peut définir l'intensité du courant et comme il y a le produit de l'intensité du courant par la surface, bah, c'est un moment magnétique. Voilà. Mais dans la deuxième partie consacrée, disons, aux aspects microscopiques des milieux magnétiques, je vous ai introduit, alors là, entre guillemets, très rapidement, le concept de spin, c'est-à-dire un moment cinétique intrinsèque qui n'est pas associé à un mouvement de rotation véritablement de la particule. Et donc, ce moment cinétique de spin, eh bien, dans le cas d'un électron, il peut prendre pour sa valeur sur un axe qu'on appellera l'axe de quantification, l'axe OZ par exemple, deux valeurs qui sont plus ou moins un demi de h bar. Donc en fait, ce sigma, dans le cas du spin, il est quantifié pour une particule de type électron en unité de, disons,
H bar, mais avec des facteurs qui sont en fait des facteurs demi-entiers. Alors bien évidemment, cette notion de moment magnétique de spin, mu, peut être généralisée à autre chose que des électrons, donc même un noyau. Le noyau lui-même, eh ben, il peut très bien avoir un moment cinétique de spin, donc c'est le spin nucléaire, et un moment magnétique associé, qui sera le moment magnétique nucléaire mu. Et finalement, quand on va parler de résonance magnétique nucléaire, c'est de cela dont il va être question, c'est-à-dire le moment magnétique dont on va parler n'est pas associé à un mouvement orbital, à un déplacement des éléments du noyau, puisqu'il s'agit du noyau, mais un moment intrinsèque qui est le moment magnétique associé au moment cinétique de type spin. Néanmoins, toutes les lois de la dynamique restent valables, ce qui veut dire que si on applique une induction B sur un moment magnétique, même nucléaire, eh bien, ce moment magnétique, il est soumis à un couple qui est donné, vous vous rappelez, par le produit vectoriel mu vectoriel B. Et du coup, le théorème du moment cinétique affirme que la variation du moment cinétique du noyau par rapport au temps, donc d sigma sur dt, est égal à ce couple, c'est-à-dire que l'effet de ce couple est de faire tourner le moment magnétique mu et donc changer au cours du temps le moment cinétique de cette manière, comme décrit ici. Très bien. Alors, du coup, si je multiplie cette relation qui est tout simplement le théorème du moment cinétique en dynamique, l'équivalent de la relation fondamentale de la dynamique, eh bien, je multiplie les deux membres par gamma, le facteur gyromagnétique du noyau, plus ce sera la charge du noyau, m, ce sera la masse du noyau, et donc du coup, ça va faire d sur dt de gamma sigma, c'est-à-dire d mu sur dt, égale gamma fois mu vectoriel b. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc ça, c'est tout simplement la réécriture du théorème du moment cinétique pour le moment cinétique de spin du noyau. Si on multiplie scalairement les deux de cette équation par mu, eh bien, le résultat, c'est qu'on va avoir à gauche mu scalaire d mu sur dt, et à droite, mu scalaire, entre parenthèses, gamma mu vectoriel b. Mais on sait que quand on a un produit vectoriel, eh bien le résultat, le vecteur qui traduit le produit vectoriel, est perpendiculaire aux deux termes de ce produit vectoriel. Ça veut dire que mu vectoriel b, et donc gamma mu vectoriel b, est perpendiculaire à la fois à mu et à la fois à b. Et quand on multiplie scalairement ce produit vectoriel par mu, eh bien, ça veut dire que ça doit donner 0, puisque mu vectoriel b est perpendiculaire. Si je multiplie scalairement par mu, j'ai un angle de 90 degrés, donc le produit scalaire donne 0. Okay, donc on a mu scalaire d mu sur dt qui est égal à 0. Ça, mu scalaire d mu sur dt, c'est tout simplement en fait d sur dt de 1/2 de mu carré. Parce que si on dérive par rapport au temps 1/2 de mu carré, ça va faire mu scalaire d mu sur dt. Moralité, eh bien, ça veut dire que d sur dt de mu carré est égal à 0. Et ce que cela veut dire, c'est que le module de mu, il ne change pas, il est constant. Bon, premier résultat. Donc, le moment magnétique nucléaire, sa longueur est constante. Et très bien. Et maintenant, je fais une autre opération, toujours sur cette relation qui traduit le théorème du moment cinétique. Je la multiplie scalairement par B. Donc, je fais B scalaire d mu sur dt, donc ça fait dans le membre de droite, B scalaire gamma mu vectoriel b,
mu vectoriel B est perpendiculaire à B, et conséquence, B scalaire, ce produit vectoriel, donne 0. Donc on en conclut que B scalaire d mu sur dt est égal à 0. D'accord? B est une constante, naturellement, donc on peut faire rentrer le B scalaire à l'intérieur de l'opération dérivée par rapport au temps. D'accord? Donc ça veut dire que l'on obtient d sur dt de mu scalaire B qui est égal à 0. Alors B, c'est le module de B qui est une constante, vecteur uz. Donc ça veut dire que mu scalaire B, c'est mu scalaire B module uz. Le B est une constante, on s'en fiche, et du coup, la conclusion, c'est que d sur dt de mu scalaire uz est égal à 0. Mu scalaire uz, ben, c'est le module de mu, et on a vu que le module de mu, c'était une constante, fois le module de uz est un vecteur ternaire, donc ça fait à nouveau une constante, fois le cosinus de leur angle. Et donc on a d sur dt du cosinus de l'angle entre mu et uz qui est égal à 0. Ce qui veut dire que l'angle que fait le vecteur mu avec l'axe uz est une constante. Et donc cela signifie que le mouvement de mu, il y a un mouvement, puisqu'on a quand même bien cette équation. Ce n'est pas d du vecteur mu sur dt qui est égal à 0. On a bien quelque chose, mais le quelque chose, le mouvement, est caractérisé par le fait que, 1, la longueur de ce vecteur mu reste constante au cours du temps, et 2, l'angle que fait ce vecteur mu avec l'axe z, quand on a θ, cet angle, reste constant également. Et donc le mouvement de mu autour de l'axe z, eh bien, ça s'appelle un mouvement de précession, c'est-à-dire que le vecteur mu décrit la surface d'un vase cône qui a pour un axe uz, qui a pour un angle d'ouverture θ, et ce mouvement, il se fait à la vitesse angulaire oméga l'armor, oméga L, qui elle aussi est constante. Alors, comment voit-on ça? Eh bien, on réécrit cette équation d'une manière légèrement différente, mais c'est simplement une réécriture de cette équation, c'est-à-dire on écrit d mu sur dt, on intervertit les deux termes du produit vectoriel ici, donc ça fait apparaître un signe moins, c'est-à-dire gamma mu vectoriel b, c'est moins gamma b vectoriel mu, donc le mu, maintenant, il est à droite, il y a un signe moins, et il y a moins gamma b. Et le moins gamma b, je l'appelle oméga l'armor. On reconnaît effectivement que ceci, c'est ce qu'on avait défini comme la pulsation de l'armor lorsqu'on avait parlé du mouvement orbital de l'électron autour du noyau, sauf que là, il s'agit en fait d'une pulsation l'armor, on va dire d'un spin nucléaire. Le gamma, lui, il est positif parce que pour un noyau, la charge est positive. Donc c'est gamma, c'est Q sur 2M. B, bon, c'est le module de B qui est une constante vecteur uz. Et là, ça, il signe moins. Ce qui veut dire tout simplement que le sens de rotation pour le spin nucléaire, eh bien, il est dans le sens inverse. Donc il est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà la conclusion. Et ça, cette équation, d mu sur dt égale oméga L vectoriel mu, eh bien, en fait, c'est précisément l'équation que l'on a lorsque on considère un mouvement de rotation à vitesse constante angulaire oméga L autour de l'axe Z pour un objet donc caractérisé par un vecteur mu. Donc ça, c'est d sur dt égale oméga vectoriel mu. Donc c'est vraiment le théorème du moment cinétique pour un objet qui tourne à la vitesse angulaire oméga L autour de l'axe Z. Bon, alors très bien, donc voyons maintenant ce qui va se passer. Quand on fait quoi?
Eh bien, maintenant, on va rajouter un petit élément dans l'affaire et on va comprendre pourquoi je rajoute ce petit élément dans l'affaire. Donc ici, très bien, j'ai simplement décrit la dynamique d'un moment cinétique sigma, d'accord, qui est soumis à une induction magnétique B. Alors, je vais supposer maintenant que, en fait, le mouvement que je vais considérer, ce n'est pas un mouvement qui est dans le référentiel du laboratoire, ce qui veut dire un référentiel galiléen fixe dans l'espace, mais je vais imaginer que le mouvement en question, il a lieu dans un référentiel mobile, et ce référentiel mobile, je vais supposer qu'il tourne à la vitesse angulaire oméga, petit oméga, constante, autour de l'axe Z, dans le référentiel laboratoire. Alors, l'image que l'on aime donner, c'est de dire au début, d'accord, je considère un manège qui est au repos, et là j'ai un petit cheval et je regarde la rotation de ce petit cheval autour de l'axe que l'on a là. Donc un observateur va voir simplement le mouvement de rotation ici. Je répète, le manège pour l'instant est fixe. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Évidemment, le manège il va se mettre en mouvement. L'observateur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un double mouvement. Si cet observateur est dans le référentiel du laboratoire, il va voir un mouvement de rotation du manège et le mouvement de rotation du cheval autour de l'axe donc qui le soutient. Si l'observateur est sur le manège, il ne voit évidemment pas le mouvement de rotation du manège dans son ensemble, mais il le voit comme avant, enfin comme dans le cas où on était immobile, simplement le mouvement de rotation du cheval autour de cet axe vertical ici. Le théorème du moment cinétique, d'accord, eh bien, il se réécrit d'une manière un petit peu différente de celle qu'on a vue au transparent précédent. Ici, cette écriture d sigma sur dt égale gamma, c'est ce que l'on a lorsque on est dans un référentiel galiléen, c'est-à-dire si on a un référentiel supposé fixe, enfin fixe entre guillemets, par rapport donc au référentiel de Copernic, qui est le référentiel de base, eh bien, dans ce cas-là, le théorème du moment cinétique s'exprime simplement par d sigma sur dt égale gamma. Mais si on écrit le théorème du moment cinétique lorsque on est dans un référentiel en mouvement autour, disons, du référentiel du laboratoire, référentiel en mouvement à la vitesse angulaire oméga, eh bien, le théorème du moment cinétique devient, il se réécrit, sous la forme d sigma L sur dt. L'indice L ici voulant dire la dérivée du moment cinétique mesurée par rapport au référentiel du laboratoire, dérivée par rapport au temps, est égale à la dérivée du moment cinétique par rapport au temps dans le référentiel tournant, plus oméga avec L sur sigma. C'est-à-dire que d sigma L sur dt, c'est d sigma sur dt plus oméga, la vitesse de rotation du référentiel tournant par rapport au référentiel galiléen, vectoriel sigma. Conclusion, la dérivée du moment cinétique par rapport au temps dans le référentiel tournant est égale à d sigma L sur dt moins oméga vectoriel sigma. Très bien. Et d sigma L sur dt, le théorème du moment cinétique dans un référentiel galiléen nous dit que c'est gamma égale, alors ce que j'avais appelé mu vectoriel b. Dans la suite de l'opération, vous voyez que j'ai fait un changement de notation tout simplement parce que les figures qui vont venir après sont toutes exprimées avec cette notation grand M plutôt que mu. Mais comme nous, dans le cours, on avait introduit mu, eh bien, j'ai commencé
par travailler avec mu. Et maintenant, je vous propose simplement d'utiliser la notation grand M pour le moment magnétique du noyau. Très bien, donc on a du coup grand M égale gamma sigma, d'accord. On mesure le moment cinétique dans le référentiel tournant. Voilà, et donc maintenant, on met ça là-dedans. C'est-à-dire, on dit, je vais multiplier tout ça par gamma, et du coup, évidemment, je vais utiliser d sigma L sur dt égale m vectoriel b. Très bien. Et cette expression, donc d de grand M sur dt égale gamma d sigma L sur dt, c'est-à-dire est égal à gamma grand M vectoriel b, moins gamma sigma, moins gamma oméga vectoriel sigma, et c'est-à-dire est égal à moins oméga vectoriel gamma sigma, c'est-à-dire moins oméga vectoriel m. Et donc, je mets ces deux termes ensemble, d'accord? Donc, je mets gamma m vectoriel b moins oméga vectoriel m, et je réécris, donc ici, j'avais gamma sigma, c'est-à-dire j'avais grand M. Donc là, j'ai d de grand M sur dt égale gamma m vectoriel b moins oméga vectoriel grand M. Et ces termes-là, ces deux termes dans le membre de droite, je les écris sous la forme gamma m vectoriel b effectif. C'est-à-dire ici, j'ai inversé les signes, c'est-à-dire que là, j'avais pour les deux termes qui étaient ici, j'avais le grand M qui était la partie, le premier terme du produit vectoriel pour ce qui est de ce terme-là, mais là, je vois que le grand M, c'est l'autre morceau du produit vectoriel, le deuxième terme, et donc je renverse le produit vectoriel pour mettre le grand M ici dans le membre, enfin, comme étant le premier terme. Donc le signe moins qui est là disparaît et devient un signe plus. Et donc ça veut dire que cette équation se réécrit dm sur dt égale gamma grand M vectoriel B effectif. Et le B effectif, l'induction effective, c'est le B0 plus oméga sur gamma. Alors, il y a ce B1. Pour l'instant, laissons-le de côté. À ce stade-là, cette équation ne fait pas du tout apparaître un B1 quelconque. Il n'y a aucun B1 ici. Il y a juste ces deux premiers termes. Donc, le B effectif que l'on a, quand on écrit cela, c'est tout simplement B0 plus oméga sur gamma. Voilà. Alors, d'où sort, en fait... Alors, commençons par faire un petit commentaire à ce niveau-là. Et puis après, je parlerai de ce B1 qui, pour l'instant, n'existe pas. Eh bien, on constate que le B effectif que l'on a là, il peut devenir 0, c'est-à-dire dans ce référentiel tournant, le moment magnétique peut n'être soumis à aucune induction B effective, c'est-à-dire que le dm sur dt serait constant dans le référentiel tournant si la somme de ces deux termes donne 0, c'est-à-dire si oméga est égal à moins gamma B0, mais ce moins gamma B0, c'est ce qu'on avait appelé la pulsation de l'Armor tout à l'heure dans le transparent précédent. Et donc, quand la pulsation oméga à laquelle tourne le référentiel mobile est égale à la pulsation de l'Armor, eh bien, on constate que dans le référentiel tournant, M, le moment magnétique nucléaire, ne bouge pas, il est immobile, c'est un vecteur constant. Et le fait de voir un mouvement pour ce M est simplement lié au fait que le référentiel tourne à la vitesse angulaire oméga l'Armor autour de l'axe Z, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'après ce qu'on voit là. Alors maintenant, venons-en
venons-en donc à ce B1. D'accord. Alors, avant de rajouter ce B1 comme ça brutalement, j'ai fait un petit, comment dire, j'ai fait une petite, un petit détail. Donc, on va juste un moment revenir en arrière sur des choses que vous avez vues il y a un certain temps. On a un signal sinusoïdal, x de t, je suppose. Donc là, oublions pour l'instant 2 minutes le problème qu'on était en train de traiter et considérons simplement un signal sinusoïdal sur un axe x, c'est-à-dire on a une loi horaire x de t qui est de la forme 2a cosinus oméga t. Donc c'est-à-dire que si je regarde le x de t, à l'instant t égale à 0, ben, x vaut 2a, et puis après ce qui se passe, c'est que x, ben, il oscille avec la période de pi sur oméga le long de l'axe des x. Un signal sinusoïdal peut toujours se décomposer comme la somme de deux signaux circulaires dont l'amplitude est moitié de celle du signal sinusoïdal, donc amplitude petit a, et la rotation de ces deux signaux circulaires se fait dans deux sens opposés, l'un sens qui est plus oméga, l'autre qui est moins oméga, et le signe plus moins signifie que la rotation que l'on observe, pour l'un c'est dans le sens trigonométrique, pour l'autre c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et la vitesse angulaire, elle est perpendiculaire au plan de la feuille du transparent, c'est-à-dire elle est parallèle à l'axe Z. Donc le oméga qui est là, eh bien, le vecteur qui le porte, c'est l'axe Z, donc UZ. Voilà. Et donc, une fois qu'on a remarqué cela, maintenant, ce qu'on va faire, revenons sur l'expérience décrite précédemment, on va supposer la chose suivante, c'est qu'on a une induction statique, B0, d'accord? Donc, on a notre moment magnétique soumis à une induction statique, B0, portée par l'axe Z, et à cela, on superpose une induction B1, ici, qui est oscillante au cours du temps le long de l'axe X. Voilà, donc ça veut dire que ici, B1 de t, c'est est égal à 2 fois une certaine amplitude cosinus de oméga t. Et le B1 est porté par l'axe des X. L'effet de ce B1, bien évidemment, va se superposer à l'effet du B0. Et la question, c'est quel est l'impact de cela sur le mouvement de notre moment magnétique. Initialement, notre moment magnétique n'était soumis qu'à B0, comme décrit ici dans ce premier transparent. Et maintenant, on rajoute une deuxième induction B qui a la caractéristique que je viens de décrire. Le B1 en question, puisqu'il s'agit d'une induction sous la forme sinusoïdale, comme le montre la petite figure qui était là, je vais tout simplement décomposer cette induction B1 sous la forme de deux inductions, ici, de deux inductions tournant en sens contraire l'une de l'autre, à la pulsation oméga qui correspond à la pulsation du B1, là, du signal sinusoïdal. Donc, j'ai une rotation qui se fait dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le long de UZ, une autre dans le sens anti-trigonométrique, le sens des aiguilles d'une montre, suivant moins UZ, toutes les deux de pulsation oméga constante. Et maintenant, mon référentiel tournant, je vais le prendre comme étant définir le plan qui tient compte B0, c'est-à-dire l'axe Z, et la partie de B1 qui tourne à la vitesse angulaire moins oméga par rapport à Z, c'est-à-dire celle-là. Donc, en d'autres termes, je vais prendre le plan
qui contient l'axe Z perpendiculaire au plan du transparent et cette composante de B1 qui tourne à la vitesse moins oméga par rapport à l'axe Z. Et c'est cela qui va définir mon repère tournant que j'avais introduit tout à l'heure. Très bien. Donc, dans ce repère, le théorème du moment cinétique me dit, d sigma sur dt, c'est d sigma L sur dt moins oméga vectoriel sigma. Et du coup, je dois rajouter à mon B effectif de tout à l'heure, qui contenait juste les deux premiers termes, le B d'une part et le oméga sur gamma d'autre part, il y a à nouveau un autre terme qui correspond au B1 et qui est statique maintenant dans le repère tournant. Voilà. Alors, très bien. Donc, du coup, le B effectif, c'est la somme de trois termes. Le B0, qui était le B du transparent d'avant, il est suivant l'axe Z. Le oméga sur gamma, qui est simplement l'effet disons, des forces d'inertie, si vous préférez. Donc, c'est le théorème du moment cinétique dans un référentiel non galiléen. Et puis le B1, qui est tout simplement l'induction dans le référentiel tournant, auquel est soumis le grand M, lui aussi. Voilà. Et donc maintenant, je réexamine la situation qui se produit lorsque je suis à une valeur de oméga qui est la pulsation de l'Armor. Quand je suis à cette pulsation, eh bien, ça veut dire que le B effectif que j'ai maintenant, il n'est plus zéro comme lorsqu'il n'y avait pas le B1, mais le B effectif, c'est le B1, c'est-à-dire c'est la composante de B1 sinusoïdale, c'est la composante de B1 qui tourne à la vitesse angulaire oméga. Et donc, ça veut dire que maintenant, D de grand M, dans le repère tournant, D de grand M sur dt est égal à gamma M vectoriel B1. C'est-à-dire que le mouvement que l'on a ici, eh bien, c'est celui que l'on décrivait ici, mais où le B qui est là est remplacé par B1. Et dans ces conditions, on a un mouvement de précession de grand M autour de B1 cette fois. Donc quand on est à la pulsation de l'Armor, tout d'un coup, le grand qui est là, eh bien, on le voit tourner, précesser autour de B1. C'est-à-dire que l'axe au démarrage, l'axe de rotation dans le mouvement de M autour de l'axe Z, donc c'était Z, c'était UZ, quand B1 était égal à 0, M précessait autour de l'axe Z, et quand oméga est égal à oméga l'Armor, M précesse autour de B1. Et donc, il y a un basculement du moment magnétique, de l'axe de précession du moment magnétique, basculement de 90 degrés. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résonance magnétique nucléaire. Alors voilà, qui est maintenant donc décrit, représenté. Donc ici, vous avez un électroaimant, d'accord, et au début, eh bien, le moment magnétique nucléaire, là, il y a un noyau, eh bien, il précesse autour de l'axe Z, qui est l'axe qui porte l'induction magnétique B0. Et puis, on rajoute eh bien, donc une induction oscillante ici à la pulsation oméga. Et donc, on constate que l'aimantation commence à tourner un peu, c'est-à-dire elle précesse au début toujours autour de l'axe Z, mais l'angle d'ouverture devient grand jusqu'au moment où on arrive à la pulsation de l'Armor. Et là, bloum, tout d'un coup, le moment M, eh ben, il se met à tourner autour d'un précessé, donc autour d'un axe qui est horizontal. Si le oméga, la pulsation, disons, du champ alternatif, du champ sinusoïdal, de l'induction sinusoïdale B1, si elle excède la pulsation de l'Armor, eh bien, ça veut dire que, en fait, l'axe de précession, il continue à tourner, parce que le B effectif que vous voyez là,
cette fois maintenant, au lieu d'être B1, eh ben, il ne va plus être B1, parce que quand oméga est plus négatif que moins gamma B0, ici on va avoir une valeur qui est différente de B1, et on peut même renverser la précession, c'est-à-dire que le M peut se mettre à précesser autour de moins UZ, si le oméga est suffisamment grand. D'accord. Donc, dans cette opération, on voit que appliquer une induction oscillante, ça fait basculer l'axe de précession, mais la résonance magnétique nucléaire, c'est le moment où oméga est égal à la pulsation de l'armor nucléaire. Alors, ceci va être mis en application dans le contexte de l'IRM, donc ici, c'est-à-dire de l'imagerie à résonance magnétique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de dispositif, on le verra un peu mieux dans un autre transparent. Là, on voit une coupe dans le plan du transparent. En fait, on a une structure qui permet d'appliquer une induction B0 verticale, représentée comme ceci. On a le sujet qui est couché sur la table où a eu lieu l'examen d'IRM. Et on a une bobine ici, on la voit qu'en coupe, mais en fait, c'est un cylindre, d'accord, dont l'axe est ici l'axe de la table. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une induction B1 oscillante qui est appliquée. Et, ben, le corps humain, il porte des noyaux qui correspondent aux différents éléments, que ce soit liquide, de l'eau, par exemple, donc les noyaux disons de H2O ou d'autres substances organiques. Et ce que l'on va réaliser, ben, c'est précisément une expérience de RMN là-dessus, c'est-à-dire qu'on va balayer la fréquence de B1 jusqu'au moment où les moments magnétiques nucléaires de la région visée d'étude vont permettre ce phénomène de basculement. Alors, que se passe-t-il d'un point de vue du signal? Eh bien, comme représenté ici, vous vous rappelez que lorsque vous faites varier le flux de l'induction magnétique au travers d'un circuit, eh bien, ça produit une force électromotrice. Et donc là, on va avoir exactement le même phénomène, c'est-à-dire que chaque fois que l'induction magnétique qui précesse autour de B0 passe devant une bobine de détection, ça fait varier un flux d'induction magnétique dû à ce moment magnétique M. Et du coup, dans la bobine de détection, eh ben, on va avoir une force électromotrice induite. Et donc, on mesure une oscillation de signal donc, sur un écran, bien évidemment. Quand il y a le basculement dû au phénomène de résonance magnétique nucléaire, ça veut dire que ce moment qui est là, il ne me précède plus du tout autour de cet axe, mais autour d'un axe qui est perpendiculaire et on perd le signal. Et donc, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque il y a ce phénomène de résonance magnétique nucléaire, eh bien, on constate qu'il y a une variation du signal observé ou détecté. Et cela permet de dire qu'on est pile poil, alors soit à la pulsation de l'armor, si c'est cela que l'on... Enfin, on est pile poil à la pulsation de l'armor. Alors évidemment, pour y arriver, le plus évident, c'est de dire je fais varier oméga, la pulsation de l'induction B1 alternative. Généralement, ce n'est pas tout à fait comme ça que l'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier l'intensité de B0 jusqu'au moment où, du coup, le oméga est imposé, c'est-à-dire que le B1, lui, on lui laisse son oméga tranquille, il a la valeur qu'elle a, mais on ajuste la valeur de B0 pour qu'on arrive à oméga égale oméga l'armor. Et là, on observe ce phénomène donc, que je vous ai décrit. Alors, la question, justement, c'est quelles sont les fréquences IRM? Quel est l'ordre de grandeur typique? Eh bien, en fait, on voit que c'est de l'ordre des radiofréquences, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 10 à 100 MHz pour
l'imagerie pour des applications d'imagerie à résonance magnétique. Et à titre d'exemple, bon, je vous ai donné quelques valeurs de radiofréquence pour un certain nombre d'applications. Alors, ça tend à devenir un petit peu désuet, enfin obsolète, parce que maintenant, évidemment, il y a d'autres technologies. Alors voilà, donc on en vient précisément à l'application IRM de ce que je vous dis. Donc ici, on reconnaît cette espèce de cylindre dont j'ai parlé, la table, disons, sur laquelle on place le patient, ici, et cette table rentre dans ce cylindre. Et lorsque on fait cette expérience d'IRM, enfin plutôt l'investigation IRM, eh bien, le B0 est appliqué comme ceci, verticalement, le B1 horizontalement, c'est-à-dire qu'ici, on a le B0 comme ça, et le B1 qui est, lui, on va dire, parallèle à la table, ici. Et maintenant, donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'IRM? Comme j'ai dit, on fait une expérience de RMN avec plein de noyaux, évidemment, puisque le corps humain, lui, il en recèle plein. Mais ce qui se passe, c'est que généralement, on va se placer dans un domaine de fréquence, B1, qui correspond à la possibilité de faire résonner une espèce chimique ou biologique particulière, une espèce de noyau particulière, donc que ce soit de l'eau. Alors, quand je dis de l'eau, ça peut inclure le sang, qui a une composition très proche de l'eau, d'une certaine manière, mis à part les noyaux de fer. Mais ce qui va se passer, c'est que, imaginons qu'il y ait, j'allais dire, une anomalie que l'on cherche à détecter par IRM. Ça veut dire que localement, ici, on va avoir des noyaux qui ont une nature différente de celle de l'environnement. Et dans ces conditions, ça veut dire que leur Q et leur M, ou leur Q sur M, va être différent de celui de l'environnement. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir une pulsation de l'armor différente de celle des autres. Et donc si on calibre, c'est-à-dire si on sait qu'à un type d'anomalie, on attend une pulsation de l'armor qui est de tel ordre de grandeur, ce test d'IRM est une manière de détecter si oui ou non il y a des anomalies dans le corps. Alors quand même, pour voir un peu la façon dont on mesure, c'est-à-dire comment on fait cette investigation qui permet de faire cela, eh bien, il y a plusieurs types. C'est assez astucieux. Évidemment, je ne vais pas tous les passer en revue parce que c'est trop compliqué, mais on va voir qu'il y a un certain nombre de techniques qui permettent donc d'investiguer différentes parties. Alors ici, ce n'est pas le sang, c'est le cerveau, carrément. Donc là, il y a une RM du cerveau. Donc ici, on a les yeux du patient, donc le sommet de la tête ici. Le patient est allongé, d'accord? Donc l'axe du patient est perpendiculaire au transparent. Et ici, donc, il y a le B0 qui est vertical, d'accord? Donc il est dans cette direction, il est appliqué dans cette direction. Et puis, il y a le B1, alors lui, qui est le long de l'axe du patient, donc perpendiculaire au plan du transparent. Et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, en fait, on fait une mesure par tranche, d'accord, du cerveau du patient. Et comment on peut faire une mesure par tranche? Je vous ai dit que le B0, il est vertical, ici, il est comme ça. Et bien évidemment, si on prend un B0 qui est uniforme, qui est constant, c'est-à-dire que l'intensité B0 que l'on a va être la même sur toutes les parties ici de la tranche du cerveau que l'on est en train d'observer. Et du coup, s'il n'y a pas d'anomalie, ça veut dire que toutes ces parties qui sont là du cerveau vont donner une résonance magnétique nucléaire qui va être détectée eh bien, pour la même valeur de la pulsation de l'armor. Et ça, si on veut détecter une anomalie, ce que l'on veut avoir, c'est une information locale. On ne veut pas avoir une information sur l'ensemble du cerveau du patient. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une technique très utilisée qui s'appelle le codage en fréquence.
En quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est que la valeur de B0 que l'on a, eh bien, elle change avec la position ici que l'on a, c'est-à-dire lorsque on regarde la tranche du cerveau, on définit ça comme, disons, cette direction horizontale comme étant la direction X, le B1 est dirigé suivant Y, le B0 suivant Z, direction verticale, et donc suivant l'axe des X, on va faire varier l'intensité de B0, donc ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour une tranche du cerveau qui est à la position X, le B va avoir une certaine valeur B de X, et du coup, la résonance magnétique nucléaire va se produire pour un oméga, une pulsation de l'armor qui dépend de X. Et puis ici, pour cette autre tranche, eh ben, comme le X est différent, ça fera une pulsation de l'armor différente. Au moins, à ce premier stade, on a réussi à discriminer les résonances magnétiques nucléaires sur tout cet axe vertical, c'est-à-dire on ne discrimine pas la résonance magnétique nucléaire de grand A, de grand B, grand C, mais on discrimine A, B, C, de D, E, F, qui ont des pulsations de l'armor qui sont différentes. Alors à cela, donc à cette unité qui est là, on va rajouter un codage en fréquence qui va discriminer A, B et C. Alors comment on fait ça? Donc voilà à nouveau la tranche du cerveau. Voilà, alors là, par souci de simplicité, on a juste considéré qu'il y avait deux régions que l'on allait tester, la région A et la région B. Donc ici, c'est l'axe des X, comme on l'a dit. Là, c'est l'axe Z, et puis perpendiculaire au plan de transparent, l'axe des Y qui porte le B1. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que l'on va faire, c'est que lorsque on considère des noyaux qui sont soit en A, soit en B, ils précessent, comme on l'a dit, autour du B effectif. Et ce B effectif, en particulier, il contient le B0 et il contient le B1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour que la phase du signal B1 ne soit pas la même en A qu'en B. C'est-à-dire, en d'autres termes, le mouvement de précession qui est là, ici, la phase initiale, elle est différente en A et en B. Si on fait une première expérience dans laquelle cette phase est la même à la fois pour A et B, le signal que l'on récupère, dû à cette tranche-là, c'est le signal qui est la somme des signaux de A et B. Comme je vous ai dit, on ne discrimine pas, on récupère tout. Maintenant, on va déphaser les signaux venant de A et les signaux venant de B, on va les déphaser de pi. Et donc, ça veut dire que quand on fait une mesure, maintenant, là, on va mesurer un signal qui est non plus A plus B, comme avant, cosinus oméga t, mais un signal qui est A moins B, cosinus oméga t ou sinus oméga t. Et donc, après, il suffit de faire la somme de ces deux signaux, ou la différence, et là, du coup, on va discriminer le signal en A du signal en B. Donc, cette deuxième étape, codage en phase, nous a permis en fait de discriminer le long d'une tranche placée à une position X, eh bien, les signaux qui viennent à la fois de A et de B. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais comme vous voyez, là, on a supposé qu'il y avait deux signaux que l'on mesurait, et si on veut faire une expérience d'IRM, on a intérêt à mesurer plein de tranches, parce que, évidemment, pour avoir une information aussi fine que possible. Et donc ici, la dernière étape, si j'ose dire, celle qui permet véritablement de discriminer, c'est ce qu'on appelle en fait le codage temporel. C'est-à-dire ce que l'on va faire, c'est que l'intensité des signaux qui viennent de B ou qui viennent de A, eh bien, on place les récepteurs,
c'est-à-dire les bobines de détection, à des positions telles qu'on soit capable de dire, selon l'intensité du signal qui est reçu, la position sur la tranche visée, eh bien, elle correspond à ce point B ou ce point A. Alors bon, la réalité est encore évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, ces trois phases, ces trois étapes, elles ont permis déjà d'avoir une information fine, disons, quand on s'intéresse à une IRM là, du cerveau humain, d'avoir des indications sur toutes les régions. Et comme je vous ai dit, quand le matériau biologique est différent de l'environnement, bon, quand il y a une anomalie, eh bien, cette mesure de résonance magnétique nucléaire nous permet en fait de voir qu'il y a quelque chose. Et après, naturellement, médicalement parlant, la nature de l'anomalie, elle est codifiée elle aussi, et donc on peut tester ça comme ça. Voilà, donc séance certainement beaucoup plus brève que ne l'ont été les autres, mais je voulais vous donner quand même un petit aperçu des choses. Alors, donc là, je dirais que nous avons parcouru l'ensemble des sujets que l'on voulait traiter dans le cadre de ce semestre sur les milieux diélectriques et les milieux magnétiques. Du point de vue donc de la suite des opérations pour vous tous et toutes, comme vous le savez sans doute, François Glotin, donc le responsable de la formation, a dû vous indiquer que finalement les examens de première session ne pourront pas avoir lieu, ça c'est clair compte tenu du contexte. Les modalités pour la seconde session sont à l'étude et vous le saurez, mais d'emblée, ce que l'on peut dire, c'est que la note qui a été attribuée dans le contexte du partiel fera, disons, foi de notes d'examen, comme, et j'en suis très heureux, la moyenne finalement pour ce partiel était plutôt élevée, donc c'est très bien. Pour une grande majorité d'entre vous, cela veut dire que vous passez haut la main cette étape pour cette UE. Ça, pour la suite des événements, vous êtes préparés. Naturellement, bon, pour les autres, et même pour ceux qui ont passé le cap, je reste complètement à votre disposition jusqu'à la fin de ce semestre. Donc, si vous avez des questions qui portent sur le cours, les travaux dirigés, surtout n'hésitez pas. Alors, ce n'est pas obligé de me contacter moi personnellement, puisque nous avons une petite équipe. Vous connaissez déjà Chine et Anna. Bon, Anna, elle attend un heureux événement, donc elle sera un peu moins disponible peut-être ces semaines-là, mais en tout cas, Chine et moi, nous sommes complètement disponibles. Et si vous avez même des questions de pure curiosité, eh bien, je crois que c'est très bien. La physique, c'est pas simplement, elle se résume pas simplement à des cours, des TD, j'allais dire magistraux, mais également à se poser des questions. Et on espère que vous en avez beaucoup et que vous garderez un intérêt pour la physique. Et puis, j'espère que ce petit semestre qui vient de s'écouler a été pour vous une bonne expérience. En tout cas, elle sera certainement mémorable. Vous vous souviendrez de cette année 2020 comme nous tous. Voilà, merci de votre fidélité et bonne chance pour la suite des événements.